Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 2 décembre aujourd'hui. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le président Alassane Ouattara marque son soutien à son homologue sénégalais Macky Sall, candidat à sa propre succession. Le chef de l'État ivoirien a pris part hier à Dakar, au Sénégal, au congrès d'investiture du président Macky Sall qui briguera un second mandat le 24 février 2019. Les Ivoiriens, eux, éliront le président de la République en 2020. Ces élections seront apaisées. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé à San Pedro avec les chefs traditionnels et chefs des communautés. Le chef du gouvernement ivoirien les a tous invités à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans leur région. Depuis hier, la Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le mandat va durer tout le mois de décembre. L'accent sera mis sur la paix et le dialogue. Dans ce 20h, nous ferons un focus sur la création des Nations Unies. Quelle est l'histoire? Comment l'ONU a-t-elle été créée? Réponse tout à l'heure dans ce journal. Le dossier de ce 20h nous conduira à Boaké, où la lutte contre le VIH-Sida s'accentue. Les acteurs engagés dans la lutte contre la pandémie s'investissent sur le terrain. Ils mènent la sensibilisation dans le milieu de la prostitution pour interpeller sur les dangers des rapports non protégés. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par ce télégramme adressé par le président de la République Alassane Ouattara à son homologue américain Donald Trump. Un télégramme adressé suite au décès du 41e président des États-Unis, George Herbert Walker Bush. Il est ainsi libellé. Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion que j'ai appris la triste nouvelle du décès de son Excellence, Monsieur George Herbert Walker Bush, qui fut le 41e président des États-Unis d'Amérique. En ces instants de grande douleur pour votre pays, je tiens, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom personnel, à exprimer ma profonde compassion et à présenter à votre Excellence, à la famille de l'illustre disparu, notamment à l'ancien président George Bush, son fils, au gouvernement et au peuple américain, mes condoléances les plus sincères. Avec la disparition du président Albert Bush, les États-Unis perdent un leader qui avait à cœur d'œuvrer pour la paix dans le monde. En vous renouvelant toute ma compassion, je tiens à vous signifier à nouveau tout le soutien du peuple ivoirien dans cette épreuve, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous partons maintenant pour le Sénégal, où le président Alassane Ouattara a pris part hier samedi au congrès d'investiture du président Macky Sall, candidat à sa propre succession. Le chef de l'État ivoirien a annoncé publiquement son soutien à son homologue pour la présidentielle prévue en février 2019 au Sénégal. 15 000 délégués et des milliers de militants et sympathisants ont pris part à ce congrès extraordinaire. Envoyé spécial, Viviane Aimé. La coalition Benno Bokk Yakaar, qui forme la majorité présidentielle au pouvoir depuis 2012 au Sénégal, a une fois encore démontré sa force de mobilisation et de rassemblement autour du président Macky Sall pour lui assurer un second mandat à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Le congrès d'investiture organisé à Dakar ce samedi 1er décembre a affiché une affluence record de militants et sympathisants. Le chef de l'État sénégalais pouvait compter aussi sur le soutien de la grande famille de l'Internationale libérale qui avait choisi de tenir son 62e congrès à Dakar, avec la présence des chefs d'État Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, George Weah du Libéria, Adama Barrow de la Gambie. Présent également pour témoigner son soutien à son homologue du Sénégal, le chef de l'État Ould Abdel Aziz de la Mauritanie. Partant à la conquête d'un second mandat, avec le soutien sans faille de cette même majorité présidentielle qu'il a hissé au pouvoir en 2012, le président Macky Sall peut d'ores et déjà être assuré pour cette prochaine élection d'une victoire dès le premier tour, comme le lui ont promis la coalition Benno Bokk Yakaar et ses millions de partisans et supporters à travers le Sénégal et l'extérieur. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, lui a aussi apporté sa caution. Monsieur le Président de la République, président de l'Alliance pour la République, candidat d'une grande coalition et de la majorité présidentielle, j'ai décidé d'être à vos côtés.
pour vous témoigner toute notre admiration et notre gratitude. Je peux vous dire qu'au cours des 6 dernières années, nous avons été ensemble, le président Macky Sall et moi-même. Nous souhaitons vivement un second mandat pour le président Macky Sall. Oui, Macky, je connais le Sénégal. Je connais les Sénégalais. J'ai vécu ici pendant longtemps. Et je sais ce que vous faites pour votre pays, pour la sous-région, pour le continent. Et je vous ai toujours dit que j'ai beaucoup d'admiration pour toi, Macky. Macky est un homme d'État, un homme de paix, un homme qui contribue énormément à nos débats au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Assemblée générale des Nations unies, partout où nous avons été ensemble. Et je voudrais terminer en saluant ma belle-sœur Marème pour le soutien qu'elle apporte à mon frère, à mon jeune frère Macky. Et vous souhaitez bonne chance. Et Inch'Allah, tout se passera comme nous le souhaitons. Djerejef! À 3 mois de l'élection présidentielle, l'arrivée en lice du président Macky Sall vient lancer véritablement la course pour le fauteuil présidentiel au Sénégal. Et je rappelle que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier samedi après cette cérémonie. Avant ce congrès au Sénégal, il a pris part au 62e congrès de l'Internationale libérale ouvert vendredi dans la capitale sénégalaise, à Dakar. Les Ivoiriens seront, eux, au rendez-vous dans les urnes en 2020 pour élire leur président de la République et ces élections seront apaisées. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en a donné l'assurance lors des échanges à San Pedro avec les chefs traditionnels et avec les chefs de communauté. Le Premier ministre les a tous invités à tout mettre en œuvre pour préserver la paix et la cohésion sociale. La correspondance de Sam Kona. Amadou Gon Coulibaly, un homme de paix et de dialogue à San Pedro. En marge des journées nationales des chefs d'entreprise et de la cérémonie de pose des premières pierres des travaux de l'université de San Pedro, le chef du gouvernement a rencontré les différents chefs traditionnels et les chefs de communautés vivant à San Pedro pour leur parler du vivre ensemble. Surtout qu'après la proclamation des résultats des élections municipales, la tension était montée ici à San Pedro et dans d'autres localités du pays. Amadou Gon Coulibaly a indiqué aux chefs traditionnels et aux chefs de communauté ce que le président de la République, Alassane Ouattara, attend d'eux. C'est sur vous qu'il compte pour que la paix dans notre pays puisse être consolidée. C'est sur vous qu'il compte pour que la cohésion entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens puisse se renforcer. C'est sur vous qu'il compte pour que vous puissiez parler aux uns et aux autres, donc pour que s'il y a donc des malentendus qui puissent exister entre des filles et des fils de ce pays, que vous puissiez parler, que vous puissiez faire entendre votre voix, donc pour faire en sorte que les uns et les autres se retrouvent. Pour le chef du gouvernement, les élections présidentielles de 2020 vont bien se dérouler. C'est vrai que les élections dans nos pays amènent quelquefois des problèmes. On l'a connu malheureusement donc en 2010. Mais fort heureusement, en 2015, les élections étaient apaisées. Elles se sont bien passées. Il faut que nous continuions de travailler, de prier pour que nous restions ensemble, que nous soyons le plus rassemblés pour que les élections qui viennent, elles aussi, puissent être des élections apaisées, qui vont bien se passer, et qu'après, la dynamique de progrès sur laquelle la Côte d'Ivoire est lancée aujourd'hui avec le président de la République, que cette dynamique de progrès puisse continuer. Les chefs traditionnels et les chefs de communauté ont fait des bénédictions pour le chef de l'État et son gouvernement et ont promis jouer leur partition pour que la paix règne
toujours en Côte d'Ivoire. Depuis hier, la Côte d'Ivoire, notre pays assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU et le mandat va durer tout le mois de décembre. On passe à présent à l'actu consacrée à ce mandat. Voilà, du 1er au 31 décembre prochain, donc la Côte d'Ivoire sur la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais quels sont les enjeux de cette présidence? Hamza Diaby a posé la question à Dr Traoré Dolazier, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny, professeur en relations internationales. Je vous propose un extrait de leur entretien. Les enjeux sont très, très importants. Le premier enjeu, c'est l'enjeu économique. C'est l'enjeu économique. Lorsque vous avez, à défaut de dire la chance, mais vous avez fait l'effort d'être reconnu, vous avez cette mission de mettre les autres en confiance, de les appeler vers vous, de rendre votre pays fréquentable. Et la fréquentabilité d'un pays est très, très, très importante, en ce sens que chaque investisseur voudra voir qu'est-ce qui se passe réellement et comment investir. Ça, c'est déjà une assurance. C'est déjà garanti. Quand c'est garanti, c'est déjà pas mal pour le pays. Et ce qui est soutenu par une fréquentation, une démarche diplomatique. Ce n'est pas l'effet du Saint-Esprit. C'est une démarche. C'est des négociations afin d'être reconnu. Et sur ces deux plans, diplomatique, économique. Et en cela, la Côte d'Ivoire a développé ce que nous appelons dans les officines universitaires diplomatique, ce qu'on appelle l'éco-diplomatie, c'est-à-dire une économie multilatérale, multisectorielle, qui voudrait ne serait-ce que apporter à la Côte d'Ivoire cette relance économique et pour ne pas dire ce développement. Ce développement. Et à cette occasion, on va partager notre expérience de maintien de la paix. En quoi notre expérience-là est si spéciale? Notre expérience est spéciale. Après 10 ans de guerre, en moins de 8 ans, de 2011 en 2000, à défaut de dire 17 déjà, nous avons des taux de croissance presque à 2 chiffres. Nous avons un pays globalement pacifié, et ce qui est déjà remarquable. Et autant important, en ce sens que nous, en tant que pays, à défaut de dire sous-développé, nous sommes soumis à certaines contraintes. Mais la Côte d'Ivoire a fait, à défaut de dire, un miracle, il faut le dire, et qu'aujourd'hui, notre président qui prend son bâton de pèlerin, qui est en train de rendre ça très, très, très positif. Et au cours de son mandat à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU, notre pays compte mettre l'accent sur la paix et le dialogue. La rédaction de RTI 1 va donc vous proposer tout ce mois de décembre une série de reportages consacrés justement à cette présidence. Ce soir donc, nous ferons un focus sur la création des Nations Unies. Quelle est l'histoire? Pourquoi et comment l'ONU a-t-elle été créée? Élément de réponse avec Kolo Koulibaly. C'est en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, qu'est née la Société des Nations, une organisation internationale permanente pour trouver des solutions pacifiques aux conflits entre États. En février 1945, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique s'entendent pour mettre fin à la SDN au profit d'une nouvelle structure. C'est alors qu'est instituée l'Organisation des Nations Unies le 24 octobre 1945, à la suite de la ratification de la Charte par 50 États. La nouvelle institution internationale doit garantir la paix et la sécurité dans le monde après la Seconde Guerre mondiale. Le premier secrétaire général de l'ONU est Trively de la Norvège. Aujourd'hui, l'institution est à son 9e dirigeant, Antonio Guterres. Mais avant lui, 2 Africains ont occupé ce poste. L'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, le 6e secrétaire général de l'ONU de 1992 à 1996, et Kofi Annan, le 7e, de 1997 à 2006. Le diplomate ghanéen, décédé en août dernier, a reçu le prix Nobel de la paix en 2001. Il a réussi à insuffler une nouvelle vie à l'organisation. Aujourd'hui, les Nations Unies comptent 193 États membres, dont la Côte d'Ivoire. Le pays adhère à l'organisation le 20 septembre 1960, soit 45 jours après son accession à l'indépendance.
Par une diplomatie axée sur la recherche de la paix et du dialogue, la Côte d'Ivoire est élue à 2 reprises au Conseil de sécurité 1964, 1965 et 1990-91 en qualité de membre non permanent. Des succès diplomatiques de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République. Le pays a aussi présidé la 49e session de l'Assemblée générale de l'ONU en 1994. Depuis le mois de janvier 2018, la Côte d'Ivoire siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour la 3e fois. Cerise sur le gâteau, elle en assure la présidence tout au long de ce mois de décembre 2018, ce qui lui permettra de renforcer sa contribution à l'édification de la paix dans le monde à travers cet organe de décision de l'ONU. Le succès diplomatique de la Côte d'Ivoire a été enclenché par le président Félix Houphouët-Boigny qui a fait de la paix une philosophie. En 1973 et 1983, Félix Houphouët-Boigny a été reçu respectivement par les secrétaires généraux Kurt Waldheim et Javier Pérez de Cuellar. Dans sa délégation, son ministre des Affaires étrangères, Siméon Aké, et le représentant de la Côte d'Ivoire à l'ONU, Essi Amara. Des actions poursuivies par l'actuel chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui soutient que la sécurité et la paix dans le monde sont essentielles pour le développement des États. Voilà la Côte d'Ivoire qui se repositionne ainsi sur la scène internationale, assure depuis hier la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU et le mandat va durer tout le mois de décembre. Opération réussie par la police des stupéfiants et des drogues. Les fins limiers ont saisi 97 blocs de cannabis soigneusement dissimulés dans un véhicule en provenance de Noé. Cette drogue était destinée à alimenter le marché, mais les suspects n'auront pas le temps de le faire puisqu'ils ont été appréhendés par la police et ils répondront de leurs actes devant le parquet. Le témoignage d'Abou Sanogo. Ce véhicule a tout l'air d'un véhicule en règle, disposant de toutes ses pièces afférentes. Et pourtant, il ne l'est pas. Il contient des colis suspects. Repéré au niveau du grand carrefour de Koumassi en provenance de Noé, par les hommes de la direction de la police des stupéfiants et des drogues, il sera suivi et intercepté au niveau du carrefour d'Agban dans la commune d'Adjambi, en passant par le 3e pont. Une première fouille ne laisse rien transparaître. Mais les fins limiers de la police des stupéfiants et des drogues conduisent le véhicule à leur base pour une fouille plus minutieuse. Tous les sièges seront démontés. Ils découvrent une plaque métallique disposée sur toute la largeur du véhicule, comme s'ils venaient de faire une tôlerie, derrière laquelle se trouve une cache. Ce bas de caisse à double fond sera éventré. À l'intérieur sont dissimulés 97 blocs de cannabis qui venaient alimenter le marché. La suspecte, une récidiviste en la matière, qui n'a pas pu tromper la vigilance des éléments de la police des stupéfiants et des drogues, n'avait que ses yeux pour pleurer. Trop tard pour les regrets. Elle et son complice répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Dans le domaine de la construction, pour s'imprégner de la bonne exécution des travaux de logement et sociaux, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a visité des chantiers. Il s'est rendu dans les communes de Koumassi et de Yopougon sur le site d'un opérateur immobilier afin de s'assurer de la qualité des travaux. Le ministre Bruno Koné-Nabagné invite les opérateurs à respecter les délais d'exécution des projets. Mamadou Kwasi. Des ouvriers en pleine action de pose de peinture sur le mur des bâtiments, pendant que certains s'affairent à finir les travaux de canalisation d'eau de ruissellement. Nous sommes sur le chantier de construction de logements sociaux, réalisé par une entreprise marocaine à Lokogyoro, dans la commune de Yopougon. Cette entreprise compte livrer dans quelques semaines 500 logements économiques. Yopougon, ici, c'est le Laguna City. C'est un projet en bord de lagune qui présente pratiquement 7000 logements économiques. Ce qu'il y a lieu de signaler, c'est que nous sommes arrivés à une phase cruciale avec les premières livraisons. Nous sommes en train de livrer les 500 premières unités et nous avons pratiquement 2000 logements en construction qui seront livrés au cours de l'année 2019. En visite des chantiers, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a fait le tour des bâtiments en passant par les chantiers en cours d'exécution. Bruno Nabagné connaissait voulu rassurant quant à la qualité des travaux, mais aussi au délai de livraison. La présence ici, c'est comment faire en sorte que le rythme de production soit beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Nous avons des besoins qui sont très importants. Aujourd'hui, sur la ville d'Abidjan, c'est entre 400 et 600 000 logements.
Donc nous avons besoin, à la limite, de produire au moins 100 000 logements par an que nous allons essayer de repartir sur un certain nombre de promoteurs. Et ce que nous avons pu voir ici nous met plutôt en confiance. Pour les autres sites de logements sociaux, le ministre Bruno Koné rassure les Ivoiriens quant au respect des délais de livraison, surtout les sites de la commune de Songon. Notre ambition à nous, c'est de faire en sorte que les primes puissent passer Noël dans leur maison à Songon. Donc nous nous battons pour cela et une fois Songon lancé, tout le reste sera beaucoup plus facile. Parce que Songon, c'est à terme 60 000 logements. Bon, donc c'est un très gros projet. C'est de faire en sorte que même ceux qui ne peuvent pas acquérir un logement puissent y accéder par la voie de la location et permettre que l'Ivoirien, même celui qui n'a pas beaucoup de moyens, puisse se loger correctement. Avant le site de Lokoyoro, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a visité le site de Koumassi de la même entreprise marocaine qui a déjà livré 250 logements économiques. La Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui un besoin de plus de 600 000 logements. On en arrive à notre dossier de ce 20h consacré à la lutte contre le sida. Nous partons pour Bouaké où la lutte contre la maladie s'accentue. Les acteurs engagés dans le combat contre la pandémie s'investissent sur le terrain et mènent la sensibilisation dans le milieu de la prostitution. Plusieurs jeunes filles, vous allez le voir, s'adonnent à cette activité au risque de leur vie. Elles ont donc été interpellées sur les dangers des rapports non protégés. Kader Sogodogo signe ce dossier. Bouaké, capitale de la région de Gbeke, deuxième ville de Côte d'Ivoire. La nuit est tombée sur la ville. Quartier Nembo, secteur fromager. Des jeunes filles sont sur le trottoir. Elles s'adonnent à la prostitution. Pour soigner leur image, des ONG préfèrent l'appellation professionnelle du sexe. Des professionnels du sexe qui ont conquis de nombreux territoires à Bouaké ces 5 dernières années. Les ONG ont recensé au total 197 sites de prostitution pour Bouaké. Les plus célèbres sont l'ancienne BCAO, l'espace Gbeke et la rue des Banques. La nuit tombée, les parkings, les couloirs de certains services servent même de chambres de passe. Une d'entre elles se fait appeler la sirène. Elle nous dévoile un pan de ses activités. Les tourons qui viennent garer les voitures pour faire capote, c'est 2 000 francs. Sans capote, moins à 30 000. Oui, la sirène a régulièrement des rapports sexuels non protégés, véritable porte d'entrée du VIH. Les dernières statistiques du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique révèlent qu'au 1er janvier 2018, Bouaké comptait 16 647 personnes vivant avec le VIH, dont 7 038 hommes et 9 609 femmes. À la même date, la ville comptabilisait 679 décès liés au sida au titre de l'année écoulée. Le taux de prévalence affiche quant à lui 2,3%. L'ONG Renaissance Santé Bouaké, dans son programme de lutte contre le sida, est actif au niveau des prostituées. Notre intervention au niveau des professionnels du sexe se situe à plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la sensibilisation en communauté, où on va donner le message de prévention. Il y a également le conseil dépistage qui se fait en communauté, mais aussi bien au centre de santé RSB. Il y a aussi la distribution des intrants, des préservatifs, du gel lubrifiant à base d'eau. Nous avons également la prophylaxie pré-exposition que nous offrons aux professionnels du sexe. La sirène n'est pas la seule. Celle-là se fait appeler vite vite. Si le tarif y est, pas besoin de préservatif. C'est en 2015 que j'ai commencé mon travail. Bon, j'ai des noirs, j'ai des blancs aussi. Je gagne un peu. Pour faire un capote, c'est 5 000 francs. Pour faire 100 capotes, c'est 20 000. À Bouaké, l'inquiétude va grandissant. Une autre forme de prostitution, celle des intellectuels. Dites prostituées, de nombreuses étudiantes répondent présentes. Discrètes, elles travaillent avec les gérants d'hôtels. Le code est connu. Allumez la lumière. Tout de suite, une étudiante est contactée. Mystère est étudiante à Bouaké. Nous l'écoutons. J'ai un enfant, donc il y a 3 ans, je suis à Bouaké et comme les parents ne m'aident pas, c'est pour ça que je me suis livrée à ça. On a nos numéros dans les hôtels. Quand les gens viennent en mission, les gérants nous appellent. Il y a beaucoup d'étudiants qui font ça aujourd'hui. Souvent, on fait ça sans préservatif parce qu'on est serré.
Les ONG n'occultent pas cette nouvelle forme de prostitution. Les étudiantes sont une frange de la population qui s'adonne à la pratique du commerce du sexe. Pour celles qui sont affichées, elles reçoivent déjà des messages de sensibilisation. Pour celles qui sont non affichées, un plan d'action est en cours d'élaboration en vue d'adresser spécifiquement cette cible. Les autorités veulent agir pour débarrasser les trottoirs de Bouaké. Le préfet de région a pris la mesure du problème. Tout ceci fait partie de l'incivisme parce que cela dérange et pour quelqu'un qui vient nouvellement dans la cité, dans la ville de Bouaké, voyant ce genre de comportement sur des espaces publics fréquentés, n'honore personne. Même elles-mêmes qui le font, ou bien ceux qui le font, ne sont pas en reste. Pour cela, je pense que dans la progression de notre lutte contre l'incivisme, c'est un élément que nous prenons en compte et nous allons agir. La sirène, Vite Vite et Mystère ont-elles célébré ce 1er décembre dédié à la lutte contre le sida? Le mystère existe. Il faut faire vite vite pour allumer la sirène. La chaîne de la transmission du VIH-Sida doit être brisée à Bouaké. Voilà, la prostitution, un vecteur de transmission du VIH-Sida, un sujet réalisé par Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Nous sommes dimanche, on parle religion dans ce 20h. Les chrétiens de l'église Aris du temple de Noé de Yopougon étaient en pèlerinage à Globale, c'est au Libéria. Ces chrétiens se sont recueillis sur la tombe de Williams Wadé Aris, le père fondateur de l'église Aris. On en sait plus avec nos reporters Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Partir se recueillir sur la tombe du prophète William Wadé Aris à Globale dans son village natal au Libéria. Les chrétiens de l'église Aris du temple Noé de Yopougon ont aussi profité pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire et au Libéria. Selon le prédicateur Jules Biti, c'était aussi l'occasion pour appeler les Ivoiriens réfugiés au Libéria de rentrer au pays, puis de remercier le président de la République Alassane Ouattara pour ses efforts de paix et de cohésion sociale. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant, au prophète lui-même, qui a fait l'évangélisation en Côte d'Ivoire, de faire en sorte que le Libéria et la Côte d'Ivoire s'unissent et connaissent beaucoup la paix. Nous demandons à nos deux chefs d'État, nous prions pour eux, pour que les deux chefs d'État fassent en sorte qu'il y ait la paix au Libéria et la paix en Côte d'Ivoire. William Wadé Aris est le père fondateur de l'église Aris. Il a évangélisé en Côte d'Ivoire de 1913 à 1915. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Ahmed Traoré et Gabriel Zani. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré comparaît ce lundi devant le tribunal militaire de Ouagadougou, accusé entre autres d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires. L'ex-chef d'état-major particulier de l'ancien président Blaise Compaoré est présenté comme le cerveau du coup d'État avorté contre la transition en septembre 2015. Le général Gilbert Diendéré plaide non coupable. Après les incidents survenus dimanche en mer d'Azov entre les marines russes et ukrainiennes, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence à New York ce mardi. Kiev et Moscou avaient réclamé cette session pour exposer leurs arguments. L'Ukraine accuse la Russie de faire main basse sur ses navires. La réunion de l'ONU s'est terminée par une passe d'armes russo-occidentale. Malgré les appels à la désescalade, Moscou maintient la pression en mer d'Azov. Après des semaines d'incertitude, le président Bongo va mieux, peut poursuivre sa convalescence à Rabat à partir de ce mercredi, affirme son épouse dans un communiqué. Selon la première dame, ce transfert vers le Maroc a été rendu possible grâce à l'amélioration très significative de l'état de santé du président. La présidence gabonaise garde toujours un mystère sur la cause exacte de la maladie d'Ali Bongo. Le gouvernement de son côté a affirmé que la convalescence au Maroc sera courte car le chef de l'État reprendra très rapidement le travail.
L'ex-ambassadrice française Salomé Zourabichvili, soutenue par le parti au pouvoir en Géorgie, est arrivée largement en tête au deuxième tour de l'élection présidentielle. L'ancienne diplomate a recueilli 59,52% des voix contre 40,48% pour le candidat de l'opposition. Grigol Vajazé indique les résultats définitifs annoncés par la Commission électorale centrale. Même si ce poste est essentiellement symbolique, ce scrutin a valeur de test en vue des législatives. Soupçonné d'avoir reçu environ 6 milliards de francs CFA de pots de vin entre 2007 et 2018, le gouverneur de Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, a été arrêté dans le cadre du dossier de la lutte contre la corruption au Brésil ce vendredi. Les soupçons portent sur l'époque où il était le vice-président de Sergio Cabral. Ce dernier était le chef d'orchestre d'un réseau qui détournait systématiquement des fonds de tous les contrats de travaux publics jusqu'à 8%, y compris ceux de la rénovation du mythique stade de football Maracana pour le mondial 2014. Il était le 41e président des États-Unis, George H. Bush, qui a occupé la Maison-Blanche de 1989 à 1993, est mort à l'âge de 94 ans. Son mandat aura été marqué par la fin de la guerre froide et par la première guerre du Golfe. Il était le père d'un autre ancien président, George Bush Jr. George H. Bush avait été hospitalisé au printemps dernier pour le traitement d'une infection qui s'est répandue dans son sang. Son épouse Barbara Bush était morte en avril. Félix Tshisekedi, candidat de la coalition CAP pour le changement, et son directeur de cabinet Vital Kamerhe ont animé un meeting ce dimanche au quartier Cap Luka. Les leaders de l'UDPS et de l'UNC ont choisi ce quartier de Kinshasa pour lancer la campagne électorale de leur coalition. En cas de victoire à l'élection présidentielle, leur accord permettra à Félix Tshisekedi d'être président et son allié d'être le premier ministre pour les 5 années à venir. Voilà, fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Notez que l'actualité ne s'arrête pas sur RTI 1. À 23h, retrouvez Kolo Koulibaly pour le dernier journal.